Bonsoir à tous. Merci d'avoir un petit peu patienté. On attendait au cas où on aurait quelques retardataires, mais on est quasiment à l'heure pour commencer. Je suis ravi de vous accueillir. Je me présente très très rapidement parce que je ne vais pas parler de moi pendant 107 ans. Donc, je suis Nicolas Delarquier, je suis le conservateur du Musée de la Romanité et le commissaire scientifique de l'exposition Achille et la guerre de Troie. En revanche, je prends un petit peu plus de temps pour vous présenter Dominique Barbier à mes côtés, artiste vidéaste du studio de création Fearless, avec sa comparse Anne Van Den Steen qui est dans la salle également et qui l'a accompagnée dans le travail que nous vous présentons dans l'exposition. Je voulais juste vous dire un petit mot sur Fearless et sur le travail de Dominique et d'Anne. Donc un studio spécialisé dans la création de vidéos spectaculaires et de scénographies immersives pour les expositions. Et vous donner quelques petits jalons aussi pour vous parler des différents travaux qu'ils auraient pu mener, soit en France, soit en Europe. Je parle juste, moi, des projets que je connais un petit peu. Le projet Europa, qui avait été fait pour le parc archéologique de Sélinonte en Sicile. Le projet Le Mur des âmes au mémorial des déportations à Marseille, et un projet qui me tient un petit peu à cœur parce que j'y ai été un tout petit peu associé, le projet Actéon au musée départemental Arlantique. J'ajoute que Dominique Barbier est un très fin connaisseur des mythes gréco-romains et de l'iconographie qui est liée à tous ces mythes à travers toute l'histoire de l'art. Et donc c'est une des raisons évidemment pour laquelle on a réclamé son expertise pour l'accompagnement vidéo de cette exposition. Si ça te va comme présentation. Tu pourras compléter après. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans la conférence. Je vous propose une conférence en 2 temps. Moi, je vais vous parler dans une première partie de l'exposition, de sa genèse, de comment on l'a pensée, de quelques œuvres phares également du parcours objet, puisque c'est plutôt ma casquette à moi en tant que conservateur. Et je vous laisserai ensuite, dans un deuxième temps, entre les mains de Dominique, qui vous parlera de sa création vidéo et de sa démarche artistique. Alors pour la genèse du projet, il faut recontextualiser un petit peu cette exposition à l'intérieur même du musée de la Romanité. Le musée de la Romanité, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, mais est un musée très récent qui ouvre ses portes en juin 2018 donc il y a bientôt 6 ans. Et évidemment, on est encore un peu, si vous voulez, dans les premières années d'exploitation de ce musée, dans l'expérimentation de son parcours de visite. Et ce parcours de visite, comme tous les parcours de visite de musée, il a imposé des choix pour réussir à créer un parcours discursif sur la Nîmes antique et sa région. Donc vous avez, pour ceux qui le connaissent, pu parcourir ces collections. Malheureusement, comme je dis souvent, dans le parcours du musée de la Romanité, vous allez trouver à peu près entre 2500 et 3500 objets en fonction de comment on compte. Et il manque en fait les 75 000 autres objets que nous avons dans les réserves du musée de la Romanité. Alors attention, ne lançons pas de fantasmes sur ces 75 000 objets. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'archéologie qui n'a pas forcément besoin d'être exposée, mais il y a quand même des pièces assez emblématiques dont on regrette qu'elles n'aient pas pu intégrer le parcours permanent, notamment cette mosaïque dont vous avez peut-être entendu parler, une mosaïque qui est datée du IIe siècle, de la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, que l'on désigne en tout cas mosaïque d'Achille à Skyros, et qui a été découverte en 2007 par l'INRAP ici à Nîmes, sur l'avenue Jean Jaurès, pendant les fouilles du parking Jean Jaurès. Et justement, juste à l'instant, je vais vous montrer aussi l'autre mosaïque importante du parcours du musée de la Romanité, cette mosaïque dite de Pintée, qui est ici, qui, elle, a pu être exposée, et qui viennent toutes les deux d'ailleurs d'une même maison, qu'on appelle d'ailleurs depuis la maison aux mosaïques. L'une des deux a pu être exposée, la seconde est toujours
enfin pas actuellement, mais était dans nos réserves. Une mosaïque donc d'à peu près 8 mètres de long sur presque 6 mètres de large, donc entre 51 et 52 mètres carrés, ce qui vous explique tout de suite, vu sa surface, pourquoi on n'a pas pu l'intégrer dans le parcours permanent du musée. Donc évidemment, l'objectif principal de cette exposition Achille et la guerre de Troie, c'était de présenter ce chef-d'œuvre qui mérite évidemment de l'être. Moi, ça fait que 2 ans et demi maintenant que je suis conservateur du musée de la Romanité. Donc je découvre un peu au fur et à mesure les 75 000 objets de la collection. Et au fur et à mesure de mes découvertes, je me rendais compte aussi que d'autres pièces méritaient d'être exposées et ne l'étaient pas, parce qu'il avait fallu faire des choix comme je vous l'expliquais. Et avec toutes ces pièces, eh bien, on arrivait progressivement à construire un propos qui pouvait être lié tout simplement à l'histoire d'Achille dans le contexte de la guerre de Troie. Donc je vous présente par exemple alors c'est un zoom ici, hein, la mosaïque est plus grande que ça, mais c'est un zoom sur le panneau central, enfin pas le panneau, le tableau central de la mosaïque de Léda et du Cygne, une découverte nîmoise dans les années 80 sur le site dit Fontaine des Bénédictins. Un assez extraordinaire casque corinthien de la Grèce archaïque dont on peut se demander ce que ça fait dans les collections du musée de la Romanité, puisque évidemment ce n'est pas romain, hein, on est autour de 700-500 avant Jésus-Christ. Une assez belle mosaïque également montrant une Néréide chevauchant un taureau marin. Également de la statuaire, avec ce très beau buste que ma collègue Cécile Carrier, spécialiste de sculpture, identifie, en tout cas attribue à un Neptune Poséidon. Cette très belle tête également qui n'a malheureusement pas de provenance, mais qui est une des seules statues en marbre que le musée de la Romanité possède, que l'on peut attribuer qui représente soit un général grec, soit une représentation divine de Mars, et par exemple, ici aussi, une urne étrusque, voilà, dont on peut s'étonner aussi qu'elle fasse partie des collections, mais c'est les hasards, évidemment, de la constitution des collections dans les époques anciennes qui nous amènent cette urne étrusque représentant la reconnaissance de Paris. D'autres petits objets également, pas forcément petits d'ailleurs, proviennent des collections anciennes du musée de la Romanité. Il faut savoir que les collections du musée de la Romanité, elles se constituent de 2 manières différentes, soit par l'archéologie, et donc là on identifie véritablement bien les contextes de découverte et l'on sait la provenance de l'objet, soit par l'histoire des collections, puisque de grands érudits au XVIIIe et XIXe siècle ont collecté des collections et bien souvent, elles ont été léguées ou données ou déposées au musée de la Romanité. Ici, vous avez tout un ensemble de pièces qui parfois peuvent venir de la grande collection très connue, collection Campana, comme ce petit alabastre, un miroir étrusque également, et également la collection Lombard-Dumas qui nous a apporté de très nombreux objets grecs et romains. Ça, c'était vraiment pour vous expliquer la genèse du projet. L'objectif, c'était véritablement de montrer des collections du musée de la Romanité qui ne le sont pas habituellement. À partir du moment où on avait cette ambition, la deuxième ambition, c'était de créer un véritable parcours et également de parler de mythologie, mais de parler de mythologie un petit peu autrement. Et on avait une chance assez inouïe, c'est que finalement cette scène d'Achille à Skyros, en tout cas dans la geste d'Achille, n'est peut-être pas l'épisode le plus connu du grand public. On connaît essentiellement les aventures d'Achille à Troie, à travers l'Iliade, hein, qui fait la recension de l'histoire de la colère d'Achille, mais véritablement à Troie. On a d'autres sources dont je vous épargne le détail parce que ce serait un peu compliqué, mais qui nous permettent aussi de connaître la première partie de la vie d'Achille. Pour que vous compreniez bien pourquoi on a voulu mettre cet épisode de Achille à Skyros au cœur de l'exposition, il faut évidemment que je vous parle maintenant de l'épisode en lui-même.
Donc pour cela, je vous ai fait un zoom sur le panneau central de la mosaïque et à côté, vous avez une petite proposition de restitution de l'image parce que cette mosaïque a le défaut d'être un petit peu lacunaire. Deux choses à dire en avant-propos. Il y a grosso modo deux grandes prophéties qui pèsent sur la personne d'Achille. La première dit globalement que Achille va devoir effectuer dans sa vie un choix. Il va devoir choisir entre deux destinées différentes. La première, c'est celle d'une vie, on va dire, que je ne le dise pas de manière trop triviale, une vie modeste, une vie simple, une vie sans éclat particulier, mais qui serait une vie heureuse et surtout une vie longue. Et le deuxième choix qui s'offrirait à lui, c'est une vie très éphémère, une vie de souffrance, une vie guerrière, et surtout, mais en l'échange, la gloire éternelle. Vu qu'on parle encore aujourd'hui d'Achille, vous devinez déjà quel a été son choix. Et précisément ici, on est sur une iconographie qui matérialise ce choix. L'autre grande prophétie qui pèse sur la personne d'Achille, c'est l'idée, c'est le devin Calchas qui dit cela, qui a cette divination, c'est que la guerre de Troie ne peut pas être remportée par les Grecs sans la participation d'Achille. Achille, il a une mère, c'est la déesse Néréide Thétis, une divinité marine, et il a un père également qui est un mortel, lui, le roi de Phti Pélée. Et pour épargner en fait ce destin tragique, le destin tragique d'Achille, donc c'est-à-dire son destin militaire, il décide de le cacher dans le gynécée, c'est-à-dire l'espace dédié aux femmes, à la cour du roi Lycomède sur l'île de Skyros, l'île de Skyros étant une île assez grande de la mer Égée, donc entre la Grèce continentale et la Turquie actuelle. Et elle ne l'y cache pas seulement, alors selon les variantes, Lycomède est au courant ou ne l'est pas, mais grosso modo on peut dire que Achille est confié à Lycomède, qu'il est caché parmi ses filles dans le gynécée, mais pas simplement caché, la tradition veut qu'il ait été également complètement même travesti, puisqu'il va s'habiller en fille, il va changer de nom, donc changer même presque on peut dire d'identité, on va l'appeler Pyrrha, ce qui signifie la rousse, et il va véritablement participer à la vie féminine du gynécée. Il va pratiquer la danse, la musique, qui ne sont d'ailleurs pas uniquement des arts féminins à l'Antiquité, mais également les travaux de couture et de tissage qui là sont exclusivement féminins. Mais vous vous souvenez de ce que je vous disais à l'instant, la guerre de Troie ne peut pas être vaincue, ne peut pas être remportée sans Achille, ce qui fait que les Grecs envoient le plus rusé des héros grecs, Ulysse, que vous connaissez bien, à la recherche d'Achille. Ulysse, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, parvient à retrouver la trace d'Achille, et il va mettre en place un stratagème pour faire renaître en lui son désir guerrier. À cette époque-là, il faut savoir que Achille est adolescent, c'est un très jeune homme. Que fait Ulysse ? Ulysse réussit à s'introduire déguisé en marchand dans le gynécée, sous le prétexte de venir distribuer ou vendre des objets aux filles de Lycomède. Il s'avance avec des paniers, et sous les objets destinés aux filles de Lycomède, il y a des armes. Et donc, à un moment précis, il renverse ces paniers au pied d'Achille, libérant ainsi un ensemble d'armes, et à ce moment même, il fait sonner la trompette la trompette militaire, la trompette guerrière, et c'est à cet appel guerrier qu'Achille serait censé avoir réagi immédiatement. Donc maintenant, je vous raconte vraiment la scène. Vous avez Achille, vous avez ici, dans une petite fenêtre,
un personnage en armes qu'on identifie parfois à Diomède ou à un autre personnage ou simplement à un soldat qui sonne de la trompette. Vous voyez ici la trompette, malheureusement l'extrémité a été perdue. Et c'est le moment où Achille se lève et il empoigne le bouclier qui avait été apporté par Achille. Il prend également dans sa main la lance dont vous ne voyez ici que l'extrémité avec le fer de lance qui est ici en mosaïque un peu de camailleux de bleu. Vous voyez uniquement ici la jambe bottée, chaussée d'Achille et ici sa jambe nue. Vous apercevez également l'instigateur de cette scène ici, qui est complètement restitué parce que complètement perdu, complètement lacunaire sur la mosaïque, Ulysse, qui est donc celui qui a tendu un petit peu ce piège ou ce guet-apens, en tout cas, à Achille. Il est entouré de deux autres personnages qui sont importants. Ici, une des filles de Lycomède, mais qui n'est pas particulièrement identifiée. Elle porte dans sa main un casque qui va finir également par être pris par Achille à la fin. Et ici, vous avez une autre femme, un peu plus travaillée, même si lacunaire, qui, vous voyez, fait un geste où elle avance ses bras jusqu'à Achille, comme pour le retenir et pour le dissuader finalement de faire son choix de guerrier. Ce n'est pas n'importe quelle fille, c'est Déidamie. Déidamie, c'est l'amour que Achille aura pu avoir lorsqu'il était au gynécée de Lycomède. C'est une jeune fille à laquelle il va faire un enfant, avec laquelle il va se marier, juste avant de partir à Troie. Et c'est en partant, en fait, il se marie lorsqu'il part pour Troie et il ne la reverra jamais, puisque vous savez qu'Achille meurt à Troie. Alors, je continue juste en vous montrant une deuxième œuvre très importante que l'on a présentée dans l'exposition, qu'on a toujours mis au cœur de cette exposition. C'est un sarcophage qui représente exactement la même scène. Comme la mosaïque était lacunaire, il nous semblait assez intéressant de pouvoir proposer aux visiteurs vraiment de pouvoir lire la scène sur le sarcophage et ensuite de pouvoir la restituer en tout cas lui-même les parties manquantes sur la mosaïque. Donc vous retrouvez ici grosso modo les mêmes personnages avec Achille au centre. Achille est vêtu comme les autres filles de Lycomède. Vous voyez ici Déidamie qui l'implore de ne pas partir. Vous voyez ici Ulysse avec sa tête qui a été refaite à l'époque moderne, donc ne regardez pas la tête. Vous voyez au pied d'Ulysse également les armes qu'il a amenées avec lui. Et vous voyez qu'on est à cet instant dramatique principal de la scène, encore une fois, où le son de la trompette a dû être sonné, mais la trompette n'est pas représentée ici. Et Achille se lève et prend le bouclier dans ses mains. Il a également perdu sa lance, mais on voit l'empreinte de sa lance dans la sculpture. Et à ses pieds, cette grosse forme ronde que vous avez, c'est un casque à cimier, un peu stylisé, un petit peu fantaisiste, certes, mais c'est son casque. Pourquoi on a voulu mettre cette scène maintenant au milieu de l'exposition ? Déjà parce que cette scène est finalement assez capitale pour comprendre la complexité du personnage d'Achille. Elle permet de donner une image un peu plus nuancée, plus ambiguë du personnage d'Achille que celle que les 19e et 20e siècles nous ont transmise un peu sous forme de caricature. Elle nous permet d'interroger cette image en fait du guerrier par excellence, du parangon de l'homme grec, et par extension d'interroger également la notion de virilité à l'époque antique, chez les Grecs, puis chez les Romains. Pour contextualiser un peu tout ça, je vous fais juste mention de deux références qui sont extrêmement intéressantes à consulter tout simplement pour essayer de mettre à distance comme ça cette vision de la virilité grecque. C'est un ouvrage extraordinaire qui est l'ouvrage dirigé par Georges Vigarello, Histoire de la virilité. Alors si vous avez un peu de temps pour 2000 pages de lecture, je vous invite à le faire. C'est certainement un des ouvrages les plus importants à lire aujourd'hui. Donc je vous invite aussi à lire le tome 1 au moins, parce que c'est l'invention de la virilité, précisément à l'époque grecque et sur les siècles suivants.
et également un autre ouvrage, cette fois-ci plus philosophique, d'une philosophe et sociologue qu'on avait déjà reçue au Musée de la Romanité à l'époque de l'exposition sur les femmes dans l'Antiquité, qui s'appelle Olivia Gazalet, et qui a commis un essai s'appelant Le mythe de la virilité, qui est également très intéressant. À l'aide de ces deux sources, on peut très rapidement lister les grands points cardinaux de ce qui consiste un petit peu la virilité pour les Grecs. Déjà dire que les canons virils de l'Occident sont définis à l'Antiquité grecque et à travers un certain nombre de marqueurs dont on hérite encore aujourd'hui. Les marqueurs de force, de vigueur, de combativité, de courage, mais surtout de maîtrise de soi, qui font beaucoup référence au héros Héraclès, qui en est vraiment la représentation et l'expression la plus totale. Dans cette définition des canons virils, l'objectif pour les hommes, c'est véritablement de se distinguer de la femme, et on retrouvera cette même volonté à Rome, où on peut trouver une sorte un ensemble de piliers également de la représentation de la virilité, sur un premier pilier, un premier principe de dureté, opposé à la mollesse. La mollesse, c'est le monde des femmes. La dureté, c'est le monde des hommes. Il y a la question de mesure également, qui accompagne également tout le mouvement stoïciste. Et la notion de pudor, qui a donné la pudeur en grec, en français. Et cette pudor exprime beaucoup l'idée de l'auto-répression des sentiments. C'est un petit peu sur cette espèce de trinité que l'on construit les hommes aussi à Rome. Notion très importante pour la virilité également chez les Grecs, c'est la beauté virile. Alors là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus éloigné de nous, puisque nous, la beauté supérieure depuis un certain temps maintenant, depuis quelques siècles, est plutôt la beauté de la femme, alors que chez les Grecs, la beauté supérieure, c'est la beauté de l'homme, d'où toutes les pratiques que l'on connaît chez les Grecs, les pratiques du gymnase, qui rejoint tout de même notre pratique de la salle de sport aujourd'hui, particulièrement en vogue. Le principe de compétitivité sportive également, puisque le sentiment de compétitivité, c'est ce qu'on essaie de faire naître le plus souvent chez l'homme dans toute l'éducation grecque. Et il y a également cette notion qui nous est un peu plus étrangère de concours de beauté. Les concours de beauté entre les jeunes Grecs étaient également organisés à cette époque-là. Troisième pôle, la sauvagerie domestiquée, pourrait-on dire, avec un corps de l'homme qui est immédiatement compris par les Grecs comme beaucoup plus proche de la bestialité que ne l'est le corps de la femme. Et cette bestialité, c'est vraiment une bestialité domestiquée. Il n'est pas question d'être une bête sauvage, parce que la bête sauvage, c'est plutôt le barbare, qui est sujet à la colère, à l'indiscipline, à l'impulsivité. Et cette histoire de sauvagerie domestiquée rejoint également l'éducation que Achille a eue auprès de Chiron, le centaure, qui est donc à la fois une bête et à la fois un homme civilisé. Ça nous amène également à la notion du dressage des adolescents chez les Grecs. Je passe très très vite parce que ça pourrait être une conférence entière, mais finalement l'éducation des jeunes hommes était assez violente, était assez difficile. On peut penser au système très coercitif et très violent de l'éducation spartiate, mais on peut également parler d'Athènes. À Athènes, on a notamment un certain nombre de rites de passage pour les adolescents, comme le rite de la marginalisation. Cette marginalisation consiste à prendre un enfant assez jeune et à le livrer à lui-même dans un contexte hostile, à l'expulser complètement de la société. Pendant ce temps, il doit se débrouiller tout seul, subvenir à ses besoins également. Et dans un deuxième temps, il est réintégré à la société, ce qui symbolise cette espèce de marginalisation-réintégration, une sorte de mort symbolique de l'enfant, avant que cet enfant puisse devenir un homme au service non plus de lui-même, mais au service du collectif, ce qui est une étape évidemment extrêmement importante. Dans ce dressage et dans cette éducation grecque, il y a également une notion que l'on connaît tous, mais que l'on sait difficilement finalement expliquer, qui est la question de la pédagogie pédérastique. Donc ça, il y a beaucoup de fantasmes, vous savez, sur l'homosexualité à l'époque grecque. Donc c'est pour ça que je voulais juste rappeler un certain nombre de fondamentaux sur ces questions-là.
Ces relations sont des relations extrêmement codifiées entre un éromène, c'est-à-dire un jeune homme, et pour nous ça s'apparenterait à véritablement de la pédophilie, puisque c'est un jeune homme qui rentre tout juste dans la puberté, avec un éraste qui lui est un homme fait, qui n'est pas forcément un homme mature, hein, mais qui est un homme accompli. Cette pédagogie pédérastique peut également s'accompagner de rites qui sont des rites d'inversion sexuelle. Inversion sexuelle où le jeune homme va être mis pendant quelque temps véritablement dans une posture de travestissement, où il va être lui-même habillé comme une fille, devoir se soumettre également comme une fille, comme si il fallait en passer par la soumission féminine pour apprendre progressivement à devenir un homme, pour apprendre progressivement la virilité, avec l'idée sous-tendue que l'adolescent devient un homme en étant fécondé par la virilité d'un homme plus âgé. Rien de tel chez les Romains, puisque ce système-là n'existe pas du tout chez les Romains. Dernier élément de ce que je voulais dire justement sur ce qui peut, sur les grandes catégories en tout cas de choses qui peuvent créer un homme chez les Grecs, c'est l'idée de mourir en héros. Vous voyez peut-être où je veux en venir. L'idée du sacrifice ultime, de la belle mort, la mort virile par excellence, c'est la mort au combat, et la mort au combat au nom du collectif. Ce petit excursus résonne tout particulièrement évidemment avec le personnage d'Achille et avec ce qu'on vient de voir précisément représenté chez Achille sur les épisodes d'Achille à Skyros. Et pour autant, cette imagerie que l'on peut avoir d'Achille, de la virilité, a également quelques failles, quelques éléments en creux qui nous permettent de nuancer la dimension de virilité absolue d'Achille. Déjà, Achille, malgré son travestissement, que vous voyez ici à l'écran, et son immersion dans un monde féminin, dans le monde du gynécée, ne fait jamais finalement l'objet d'un jugement négatif par les Grecs. Ce n'est pas une scène, à valeur péjorative. On a même plutôt l'impression ici qu'il s'agit presque d'une scène où le héros est en gestation, est en devenir, il va éclore. C'est précisément ce qu'on voit au moment où il empoigne son bouclier. Et ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire sur l'inversion sexuelle. C'est assez flagrant même de voir que Achille lui-même a vécu dans le travestissement avant de devenir homme lui-même, comme s'il avait fallu en passer par l'apprentissage de la féminité pour devenir un homme à son tour. À plusieurs reprises également dans les sources, les traits féminins d'Achille sont valorisés véritablement, alors que la société grecque est une société quand même globalement assez misogyne, où les femmes sont complètement disqualifiées. On dit par exemple que la beauté d'Achille est à nul autre pareille, même parmi les filles de Lycomède. Ça rejoint ce que je vous ai dit également sur la beauté virile, donc ça pourrait paraître complètement naturel. Évidemment qu'il est plus beau que les femmes, puisque la beauté supérieure est la beauté des hommes, mais en fait ce qui est intéressant, c'est plutôt que la beauté d'Achille se fond complètement parmi la beauté des femmes, et donc on peut presque considérer qu'il est à la fois le plus beau des hommes et à la fois le plus beau des femmes, si vous me permettez l'erreur d'accord. Achille montre également un certain nombre de faiblesses, même alors qu'il a emprunté son chemin guerrier, son chemin viril. Il pleure énormément le départ de Briséis, qui est sa captive, mais en même temps son amante. Et il pleure certainement encore plus la mort de son ami Patrocle. Le personnage d'Achille, alors qu'il est censé être un modèle pédagogique pour l'éducation des jeunes hommes grecs, ne correspond finalement étrangement pas complètement à cet idéal viril. C'est ça qui est assez intéressant. En effet, Achille est colérique. On pourrait dire colérique soit comme un barbare, soit peut-être même comme une femme. Alors évidemment, tout ça ne concerne pas du tout ce que je pense, moi, des femmes, ne vous inquiétez pas. Donc il est à la fois colérique, il est impulsif, comme les femmes également, mais comme les barbares aussi. Et surtout, encore plus grave, au regard du
des codes virils, il est individualiste, puisque Achille, qui a quitté les combats au moment où on lui a repris Briséis, ne retourne pas au combat pour la beauté du geste guerrier ou pour défendre les Grecs. Il repart au combat pour assouvir une vengeance personnelle, pour venger son ami Patrocle et le fait que Hector a tué son ami. Donc on n'est pas du tout dans cette optique, alors que pourtant le choix qu'il fait d'aller mourir en héros est quand même utilisé dans l'éducation comme une sorte d'idéal aussi. Ça me permet aussi, on vient de parler de Patrocle, de faire un petit excursus et une petite nuance aussi pour défantasmer un petit peu la relation que l'on a beaucoup fantasmée entre Achille et Patrocle, puisque aujourd'hui on tient presque même comme acquis dans la culture populaire que Patrocle et Achille vivaient une relation homosexuelle. Déjà, les Grecs ne se vivaient pas du tout comme homosexuels, mais bon, ça nous amènerait dans des considérations trop compliquées à expliquer. Le système grec, comme je vous l'ai expliqué, il unit un éromène, donc un jeune homme, avec un éraste, un homme plus âgé, plus mûr. Or, Achille et Patrocle sont sensiblement du même âge, donc a priori cette relation ne peut pas exister entre deux. Et en plus de cela, lorsqu'on les rencontre à trois, ils sont tous les deux des hommes faits. Une relation homosexuelle entre deux hommes faits ne correspond pas du tout au canon grec, puisque une fois qu'on est un homme fait, on doit être un dominant, donc il est absolument hors de question de se laisser dominer par un autre homme. Et dans la culture populaire, on a aussi tendance à faire de Patrocle, qui n'est pas le grand guerrier qu'est Achille, plutôt le dominé de la relation, et non pas le dominant. Or, Patrocle étant le plus âgé, s'il devait y avoir relation entre les deux, a priori, ça devrait être lui qui devrait être en position d'éraste, et non l'inverse. Donc, vous voyez que, grosso modo, lorsqu'on suit les sources, on aurait plutôt tendance à caractériser l'amitié entre Achille et Patrocle comme une sorte d'amitié exemplaire qui était très chère aux Grecs et vraiment au cœur des stratégies de socialisation masculine à ces époques-là, plutôt que comme une relation homosexuelle, même si le doute est quand même laissé à cause de Platon et d'Échille, qui disent très clairement qu'il y avait une relation a priori amoureuse, en tout cas très étroite, entre Achille et Patrocle. Je vous laisse sur ce point d'interrogation et vous faire votre propre idée. Donc, ce qui caractérise Achille, c'est donc son ambiguïté, une nature à la fois humaine, à la fois divine, une éducation entre civilisation et sauvagerie, avec l'apprentissage des duretés physiques, mais également du raffinement, de l'art, du chant. C'est ce qui rejoint en tout cas la notion de paideia, c'est-à-dire l'éducation des jeunes Grecs, qui a la vocation d'être une éducation complète et pas simplement une éducation au physique et à la guerre. Et ce qui est assez intéressant aussi, ça peut être d'essayer de trouver des parallèles féminins ou alors plutôt même des inverses féminins à cette ambiguïté de genre que l'on peut trouver chez Achille, avec par exemple soit Athéna, soit les Amazones. Et donc, je fais appel à cette citation, ce n'est pas moi qui ai trouvé, hein, c'est Olivier Gazalet qui le cite lui-même, Vernon dans Mythes et société en Grèce ancienne, qui nous parle en fait des Amazones ici et qui nous explique qu'il y a une forme de déviance chez les Amazones, puisque l'état normal de la femme, c'est le mariage. Or, là, les Amazones sont dans la guerre, donc il y a également une déviance de l'état normal du guerrier qui devient une femme, alors que ce statut de guerrier est normalement réservé à l'homme. Et finalement, cette inversion donne aux valeurs guerrières, dès lors qu'elles sont incarnées par une fille, leur maximum d'intensité. Il ajoute, d'une certaine façon, elles cessent d'être relatives et limitées, ces valeurs guerrières, à un sexe, pour devenir totales.
Et on peut se demander justement si la particularité d'Achille, finalement, ce n'est pas qu'il est un héros, il est un demi-dieu, il est un personnage de la mythologie, donc il peut se permettre de ne pas être simplement un homme ou simplement une femme, alors évidemment pour lui simplement un homme. Et donc on peut considérer presque qu'il est une sorte d'idéal presque complet qui assume en lui à la fois un pôle masculin et un pôle féminin. Et en effet, même lorsqu'il fait le choix des armes, il ne renonce pas à sa nature plurielle et à tout ce qu'il a pu tirer de ses expériences, soit féminines, soit masculines. Et ce qui est particulièrement intéressant également, c'est qu'au chant 11 de l'Odyssée, donc on n'est plus dans l'Iliade évidemment, hein, il y a un moment où Ulysse fait un séjour aux enfers et rencontre le spectre d'Achille. Et Achille lui dit ceci: « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse, j'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici parmi les ombres consumées. » Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on a l'impression qu'Achille regrette finalement le choix de ce modèle de virilité absolue qui est celui de la mort du guerrier. Voilà pourquoi, une longue démonstration pour expliquer pourquoi nous avons voulu faire de l'épisode d'Achille à Skyros le cœur de cette exposition. Ensuite, je prends les quelques minutes qui me restent pour vous expliquer comment on a construit ensuite un propos muséographique et scénographique avec le reste des collections du Musée de la Romanité et quelques prêts pour recontextualiser finalement cette scène et montrer son côté capital dans la geste d'Achille. Alors, excusez-moi, mes photos sont parfois un petit peu floues, mais vous aurez des très belles images avec Dominique et je ne voulais pas entrer en concurrence avec lui. Voilà, alors l'exposition commence véritablement par une première section qui est une sorte de galerie de personnages où l'on va présenter vraiment tous les protagonistes de la guerre de Troie. On va également rappeler les épisodes de la pomme de discorde, des noces de Pélée et d'Achille, qui sont véritablement aux origines même de la guerre. Et on va parler notamment de ce choix de Paris à travers une œuvre dont on est vraiment très content d'avoir obtenu le prêt du musée de Picardie. C'est ce médaillon de tissu copte, qui est une scène extrêmement rare. Alors déjà, parce que cette scène est finalement assez rarement représentée, et encore plus sur un tissu copte, sachant que les tissus déjà parviennent rarement jusqu'à nous, même si l'Égypte nous en a laissé quelques-uns. Vous avez ici la représentation donc, de l'épisode du choix de Paris. Pour le recontextualiser très rapidement, les noces des parents d'Achille se sont un petit peu mal passées. La déesse de la discorde n'a pas été invitée, et donc pour se venger, elle s'invite elle-même et elle lance au milieu de l'assemblée des dieux une pomme avec marqué dessus « à la plus belle ». Et elle lance une sorte comme ça de concours de beauté entre trois déesses que vous avez ici, Héra, Aphrodite et Athéna, qui qui prétendent au titre de déesse la plus belle. Zeus, qui est ici, célèbre pour sa lâcheté, décide de déléguer cet arbitrage à un mortel, ne serait-ce déjà que parce que parmi ces trois déesses, il y a sa propre épouse et qu'il la malmène déjà suffisamment pour ne pas risquer de la contrarier encore un peu plus. Il fait donc appel à un mortel qui est représenté ici, qui est Paris, que l'on reconnaît avec son petit bonnet phrygien sur la tête. Paris est le fils de Priam, le roi de Troie. Chacune des déesses va essayer de soudoyer un peu Paris pour obtenir son vote, et celle qui va le mieux le soudoyer, c'est Aphrodite, puisqu'elle va lui offrir l'amour de la plus belle des femmes, Hélène, mais ça va causer la guerre de Troie, puisque Hélène est déjà mariée au roi Ménélas, roi de Sparte. Il va venir, il va l'enlever, il va la ramener à Troie et provoquer la colère des Grecs qui vont venir la chercher jusque sur les rivages de la ville.
Dans la deuxième section, c'est là qu'on rentre véritablement dans l'histoire d'Achille. On est accueilli par ce très beau papier peint qui reprend une œuvre de Rubens qui évoque ce moment assez capital où la mère d'Achille, Thétis, le plonge dans le Styx pour le rendre invincible. On évoque ici également l'éducation d'Achille par le centaure Chiron, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Alors Chiron va véritablement éduquer dans une grotte qui a été figurée d'ailleurs très joliment par Dominique, l'enfant. Il va lui apprendre la médecine, il va lui apprendre les arts de la musique, il va lui apprendre les arts du gymnase, il va lui apprendre les arts de la guerre, une éducation complète qui est celle de la Paideia, donnée par un individu hybride. Je serais tenté de faire une petite blague et de dire un individu à cheval entre sauvagerie et civilisation, le centaure Chiron. Avec deux œuvres qui ont été prêtées ici par le musée de Rouen, où on voit ici une amphore sur laquelle vous avez la représentation d'un entraîneur et de l'autre côté d'un athlète qui s'apprête à s'entraîner au saut. Et ici, une scène d'apprentissage de la musique avec le maître de musique sur le revers de cette coupe, entouré de jeunes hommes à qui il apprend la musique. Vous avez notamment un jeune homme ici avec sa lyre qui est également l'instrument de prédilection d'Achille. Lyre ou sitar. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble aussi un plan de scénographie d'exposition pour vous montrer comment ensuite on va progresser entre le sarcophage et jusqu'à notre mosaïque que je vous montre ici telle qu'elle est présentée dans les salles aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on ne présente que 30 mètres carrés de cette mosaïque et pas la mosaïque encore dans sa version totale, tout simplement parce que on n'avait pas la place. Sur cette scène, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait des éléments féminins qui jonchaient le sol de la mosaïque pour exprimer cette dualité entre le féminin et le masculin. On a décidé d'extraire ces objets un petit peu artificiellement de la mosaïque et de dédier une vitrine à ce type d'objets du féminin qui, là, sont extraits complètement des collections du musée de la Romanité. Donc on va avoir des objets de parure, des épingles à cheveux, des miroirs, des peignes, des bassins à ablution, des pyxides pour les onguents ou pour les poudres, des flacons de parfum et également, des choses très importantes, des éléments de tissage et de couture qui font référence à ce que nous voyons tout à l'heure et que je ne vous ai pas montré, j'ai oublié, c'est capital pourtant, je vais me faire fâcher par Véronique qui est dans la salle. Ici, au pied d'Achille, vous aviez la représentation en effet d'un ensemble pelote, quenouille et fuseau qui sont voilà, les instruments de tissage utilisés par les filles de Lycomède et par Achille durant son séjour dans le Gynécée. Hop. Ensuite, on passe de l'autre côté de la mosaïque et là, on arrive véritablement à Troie avec une idée scénographique assez géniale qui a été proposée par Dominique ici présent. C'est l'idée qu'on puisse arriver véritablement sur la plage de Troie en passant par un bateau qui vient s'échouer sur la plage avec la représentation de la mer. Vous voyez un petit peu l'intégralité de cet espace figuré ici, avec la grande projection créée par Dominique qui va raconter les différents épisodes de la guerre de Troie. Ici, un ensemble de pièces aussi qui sont issues des collections du musée de la Romanité qui représentent les divinités qui prennent part au conflit et qui parfois alternent ou n'alternent pas d'ailleurs dans leur allégeance soit aux Troyens, soit aux Grecs. Et une suite d'objets ensuite qui vont véritablement égrener les différents épisodes d'Achille à Troie. Par exemple, cette hydrie du musée de la Romanité qui représente Achille et Ajax jouant au dé pendant le siège de Troie, avec une longue attente entre les différents combats. Deux Eunochoé qui proviennent de la Bibliothèque nationale de France qui montrent l'ambassade d'Ulysse auprès d'Achille lorsque Achille s'est retiré des combats. Ici, le combat entre Achille et Hector. Ici, le corps d'Hector traîné
par Achille derrière son char. Et on termine avec 2 œuvres également assez emblématiques. Ici, un autre sarcophage que le Louvre nous a également concédé alors qu'on n'avait rien demandé. Donc parfois, on a des bonnes surprises qui représentent l'épisode où Priam, le père d'Hector, va implorer Achille pour qu'il lui restitue le corps de son fils Hector et faire en sorte qu'il puisse avoir une sépulture digne. Je termine avec 3 minutes de retard en vous montrant cette dernière œuvre qui fait partie de l'ensemble Achille Askyros dans l'exposition, mais que je voulais vous montrer en dernier quand même. Il s'agit d'une coupe en bronze du XIIe siècle. Alors moi, c'est une découverte complètement que j'ai faite en travaillant sur cette exposition. Je ne savais pas que le mythe d'Achille avait eu une postérité telle au Moyen-Âge qu'on ait pu réaliser une telle œuvre. Ici, on raconte les premiers épisodes de la vie d'Achille, depuis sa naissance jusqu'à son départ pour Troie. Et vous allez reconnaître certainement, maintenant vous connaissez la scène par cœur, Ulysse qui amène avec lui des caisses visiblement avec une pelote ici, un ciseau ici, et dessous des boucliers. Derrière le personnage central, vous avez des femmes, qui sont les femmes du Gynécée de Lycomède, et vous avez ici Achille, qui est déjà en armes, qui a pris son bouclier et sa lance. Et sur la scène immédiatement suivante, vous voyez le roi Lycomède, ses filles, et vous retrouvez Achille avec son bouclier et le sonneur de trompette que l'on connaît bien maintenant. Ce qui nous intéressait avec cette œuvre, c'était de montrer la postérité du mythe, c'était de dire finalement que la mythologie, elle a cette force qu'elle traverse les âges, tout simplement parce que les artistes et les penseurs de différentes générations et de différentes époques se les approprient, les transforment, leur donnent des nouvelles portées symboliques. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons sollicité le studio Fearless, parce que nous voulions proposer pour cette exposition une énième, et certainement pas la dernière, interprétation à travers un médium moderne qui est celui de la vidéo, du mythe de Achille à Troie. Dominique. Donc moi, je n'ai pas tellement prévu de faire une conférence, mais plutôt d'exposer quelques idées, disons, qui ont originé le travail et qui nous ont motivés autour de ce travail. Mais faire une vraie conférence sur les processus de création, je pense qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Et donc, je passe à la diapo suivante. Je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. Donc, pour moi, le titre, c'est plutôt ça. Mais comment exposer Achille ? Donc, c'est la question qu'on s'est posée et on n'a toujours pas la réponse. On va juste essayer de donner donc quelques éléments sur notre démarche, des choix qu'on a faits, des partis pris et bien sûr tout ça résultant du dialogue avec le personnel du musée et avec les œuvres. Donc Nicolas nous a présenté rapidement, je vais y revenir très très rapidement, mais surtout pour vous montrer quelques images. Donc voici, donc nous on est... Je vais commencer par, disons, nous présenter. Je vais expliquer c'est qui nous. Enfin, Nicolas l'a déjà dit. Et puis, surtout, notre positionnement par rapport à la question générale de l'exposition et de la scénographie dans les musées, juste avant de resserrer sur Achille en particulier. Donc moi, je suis artiste vidéo. J'ai longtemps œuvré et j'œuvre encore dans un domaine qui s'appelle l'art vidéo. Et plus spécialement, le champ qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle, moi, image-espace. C'est-à-dire quand l'image sort des écrans et se répand sur les murs, dans l'espace, quand l'image épouse l'espace et transforme l'espace et est transformée par l'espace. Alors ça peut être des installations, du vidéomapping, des sculptures animées, du spectacle et depuis pas mal d'années, des scénographies d'expositions immersives. Donc il est plus que temps, évidemment, de rappeler que nous sommes deux. Donc moi je dis je dis nous, je dis on, c'est toujours un peu fluide. Quelquefois c'est un peu plus je, quelquefois c'est un peu plus nous, mais voilà, nous sommes deux, Anne Vandenstein qui est juste là et moi-même, et donc on travaille à travers une agence qui s'appelle Fearless, comme Nicolas l'a rappelé, et depuis 2011 nous avons orienté notre travail vers l'espace public et en particulier donc la conception, la réalisation d'expositions immersives pour les musées.
Nous sommes donc devenus scénographes d'exposition immersive. Ça, c'est un exemple en Sicile. Autre précision, on va parler un peu de scénographie, mais si c'est bien nous, effectivement, qui avons conçu peut-être l'idée générale, l'idée originale du dispositif scénographique, du parcours de visite, c'est pas nous qui avons réalisé la scénographie, c'est une agence qui s'appelle Scénographia, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Donc je pense que une des choses très intéressantes dans ce projet, c'est qu'on est quand même au croisement d'une formule d'exposition traditionnelle. Traditionnelle, c'est pas du tout un mot péjoratif, mais une façon un peu classique d'exposer des objets archéologiques, et puis l'exposition immersive qui serait un petit peu plus proche du spectacle. Et donc, nous, on n'intervient pas dans la conception originale du projet, on est intervenu dans la seconde étape. On a lu un appel d'offres et on y a décelé, nous a-t-il semblé, une piste extrêmement intéressante, une volonté, une forme d'audace de vouloir arriver à mixer scénographie immersive et scénographie traditionnelle, mais d'une façon intéressante. C'est-à-dire que, évidemment, on a plein d'exemples d'expositions avec de la projection, de la vidéo, mais peut-être souvent c'est un peu une façon, disons, d'élargir les publics ou d'amener un peu de séduction dans le projet d'exposition. Là, je pense qu'il y a une autre ambition qui serait d'arriver à mixer le meilleur des deux disciplines, disons, et arriver à quelque chose qui n'est pas juste la rencontre, la somme des deux, mais qui est quelque chose de plus, où les deux disciplines arriveraient à une forme assez inédite en réalité d'exposition à la fois immersive et d'objets, sans que ni l'une ni l'autre ne fassent des compromis pour arriver à se marier, mais au contraire en poussant les deux au maximum et en tentant par tous les moyens, disons, d'obtenir une forme globale d'exposition. C'est pas simple, hein, parce que les deux ont des contraintes et des fonctionnements qui sont presque quelquefois contraires sur la durée, sur la temporalité, sur la visibilité des œuvres. C'est pas toujours évident de marier un parcours d'exposition et la vision d'un spectacle. Par exemple, typiquement dans un spectacle, souvent il y a un début et une fin. On arrive au début et on part à la fin. Ou bien dans un spectacle, on a envie de mettre le son à fond, etc. Donc voilà, pour nous, artistes et scénographes, l'ambition, elle n'est pas seulement muséographique et scénographique, elle est aussi artistique et poétique. Et nous, c'est ce qu'on revendique, en tout cas en tant que scénographe, c'est que avant d'être scénographe, nous sommes artistes. Et dans la scénographie, nous voulons toujours mettre au cœur du projet la question artistique, une forme d'exigence esthétique qui motive le projet, qui nous motive, nous, dans nos travaux. Voilà. Alors, quelquefois, on nous pose la question, mais pourquoi vous voulez absolument mettre la question artistique dans des expositions archéologiques? Et c'est vrai que moi, tout naturellement, en mon fort intérieur, comme on dit, moi, je me pose plutôt la question inverse. Mais pourquoi dans toutes ces expositions d'archéologie, qui sont essentiellement des expositions d'œuvres d'art, pourquoi la compétence artistique, après tout, n'était pas plus représentée plus systématiquement? Voilà, donc la création immersive, pour moi, ça répond, c'est pas seulement un bonus de spectaculaire ou de séduction, ou un moyen d'élargir les publics, ou même de réenchanter le musée, comme on dit beaucoup dans les projets de scénographie. Je pense qu'aussi, il y a tout simplement une actualité, il y a une nécessité, il y a une intelligence contemporaine du rapport au monde qui va dans ce sens-là et dans lequel les musées comme les autres ont aussi une sorte peut-être de devoir éthique, pour employer des mots un peu pompeux, de s'inscrire dans cette réflexion et de s'ouvrir et de chercher des formules peut-être innovantes. Voilà. Alors, travailler sur le mythe, évidemment, Nicolas a commencé à le dire, travailler sur le mythe, c'est travailler sur l'imaginaire. Hein, donc il y a quelque chose, je pense, de tout à fait juste quand on fait une exposition sur un mythe, eh bien, de proposer peut-être à des artistes de faire une création sur le mythe. Le mythe par essence, c'est un objet qui n'est pas figé, qui n'a pas de permanence, c'est un objet qui est toujours fluctuant, il est sans arrêt, il est conçu pour qu'on se le réapproprie et pour qu'on le transforme et pour qu'on l'habite et pour qu'on propose sans arrêt des versions nouvelles. Et pour moi, le premier exemple d'appropriation par un artiste
du mythe d'Achille, c'est tout simplement l'Iliade d'Homère. Quand Homère arrive au 8e siècle, plus ou moins, eh bien, il existe déjà un mythe d'Achille, certainement. Et ce mythe d'Achille, il est oral, donc il a certainement connu déjà lui-même plein de transformations, ça paraît une évidence. Et quand Homère arrive et écrit l'Iliade, et il faut se rappeler que l'Iliade, c'est le premier texte écrit en Europe. Il n'y a pas d'écriture en Europe avant l'Iliade. On imagine que la transformation d'une tradition orale par un artiste qui arrive et qui écrit un texte, et quel texte audacieux, vertigineux, sophistiqué, enfin, c'est incroyable. On imagine la transformation, elle est extrême. Donc l'Iliade, c'est une version, c'est une recréation, c'est une transposition artistique d'un mythe. Et après Homère, ça n'a jamais arrêté. Il y a eu de multiples auteurs, grecs, romains, de la Renaissance, du Moyen-Âge, des auteurs modernes et jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont cessé de réécrire le mythe et de s'approprier le mythe et d'en proposer des versions nouvelles. Donc une exposition sur le mythe, moi je dirais presque se doit, en tout cas c'est parfaitement cohérent et pertinent, eh bien, d'essayer de travailler à une version nouvelle, contemporaine du mythe. Ça fait partie de la définition de l'essence même du mythe. Voilà. Bon, j'avais listé, moi, un certain nombre d'éléments qui pouvaient nous aider à réfléchir sur justement ces évolutions. On ne va pas s'y attarder. Alors, comment croiser scénographie traditionnelle et scénographie immersive ? Et bien ça, je l'ai déjà dit. Plutôt, j'ai pas du tout répondu. J'ai juste dit que c'était pas simple, car le rythme, le timing, le son, la durée, la visibilité, les fonctionnements sont parfois difficiles à rendre compatibles. Et donc, avant d'essayer de résoudre ces contradictions, on s'est dit qu'il fallait revenir aux fondamentaux. Et avant d'essayer de résoudre des problèmes techniques, peut-être revenir aux questions qui sont au fondement de la question du mythe et de la création artistique. Et donc, il y avait trois parties qui étaient très bien identifiées par le musée dans l'appel d'offres, qui sont donc les origines de la guerre, avec les complots des dieux, comme Nicolas l'a montré, le fameux jugement de Paris, et puis la jeunesse du héros. Donc Achille est déjà le plus grand héros de la Grèce, mais il n'a jamais rien fait. Donc la jeunesse de ce héros, et puis bien sûr le troisième épisode qui est la guerre de Troie. Alors on a constaté, nous, que finalement, dans les deux premières parties, Origine de la guerre et Jeunesse du héros, on avait effectivement beaucoup de pièces archéologiques qui allaient être montrées, mais on n'a pas de texte très important. On a beaucoup de textes, beaucoup de sources, beaucoup de fragments, et on a tout ce qu'il faut pour reconstituer le récit. On en a même trop, puisqu'on a des tas de variantes différentes. Et puis dans la dernière partie de la guerre de Troie, on a peut-être un peu moins de pièces, et par contre là, on a un texte fantastique, inouï, très très puissant, un texte essentiel, qui est l'Iliade. Donc, la structure de l'exposition, de la scénographie de l'exposition, en tout cas, a commencé à se dégager. Et nous, notre idée, mon idée forte de ce que je voulais essayer vraiment, c'est d'arriver à une forme de transcription du mythe dans l'espace. Scénographie, c'est vraiment ça, c'est écrire l'espace. Et donc, on voulait trouver une façon, bien sûr, symbolique, de transcrire le mythe dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement. Et donc, ça nous a orientés sur deux grandes choses. Donc là, vous revoyez de nouveau un peu le plan. Ça, c'est un des tout premiers, je pense, plans d'intention. Donc, si vous avez bien vu l'expo, vous verrez qu'il y a plein de différences. Et évidemment, c'est un document d'intention. Et donc, on l'a divisé, je pense, en deux grandes parties. Et pour nous, la première partie, c'est un peu plus la partie traditionnelle. Et la seconde partie, c'est un peu plus la partie immersive. Bien sûr, elle dialogue, et c'est pas si simple, c'est pas une coupure nette. Mais on l'a divisé en deux. Et on l'a divisé en deux autour d'une pièce essentielle sur laquelle je ne vais pas revenir longuement, parce que ça vient d'être fait, qui est donc la mosaïque de Skyros, la pièce la plus importante. Et comme l'a aussi expliqué Nicolas, c'est une pièce qui évoque donc le moment crucial où Achille prend une décision, où le destin d'Achille bascule. Il décide lui-même de faire basculer son destin, donc une vie brève et une gloire immortelle. Et la décision d'Achille, on peut dire symboliquement, va faire basculer toute l'histoire du monde.
puisque la guerre de Troie pourra avoir lieu, Homère pourra écrire l'Iliade, et eh bien, le mythe et le texte pourront se trouver finalement au fondement de l'imaginaire et de la culture de toute la Grèce, de Rome, du Moyen-Âge, de la Renaissance, et finalement de nous-mêmes. Donc pour nous, quelque part, la décision... Alors ici, vous avez une reconstitution par Anne van den Steen de... c'est bien ça, je ne me trompe pas, de cette mosaïque, donc un tout petit peu différente ou inspirée de celle qu'on a déjà vue. Et donc ce moment, ce moment de Skyros, c'est la bascule. Et nous, on l'a interprété en termes dans la scénographie comme vraiment le moment où on bascule d'une scénographie classique à une scénographie immersive. Les deux, je le répète, n'étant pas complètement différents, mais on bascule dans un univers nouveau. Du moins, c'est ce qu'on a essayé d'organiser. On monte sur cette passerelle autour de la mosaïque, et de la même façon qu'Achille prend sa décision et va monter sur un bateau pour aller vers Troie, bon, avec quelques épisodes intermédiaires pour dire la vérité, eh bien, le public, tout va basculer pour lui, j'emploie des grands mots, mais symboliquement, autour de la mosaïque, et le public, lui aussi, va monter sur un bateau, traverser les mers, et donc arriver sur la plage de Troie. Et là, on a un deuxième exemple de cet effort, disons, de transposition du dispositif scénographique de l'Iliade, pour le coup, dans le dispositif de l'exposition. Les Grecs arrivent en bateau sur la plage, les Grecs sont installés sur la plage face à la plaine de Troie, et c'est un petit peu dans cet esprit-là que le public peut se retrouver. On en est conscient, un peu conscient ou pas complètement conscient. À mon avis, c'est pas très important. Il y a une mise en condition, une mise en scène de l'espace, une mise en condition du public qui épouse quelque part eh bien, le dispositif de l'Iliade. Et je pense que ça ne peut que contribuer très fortement au... Là, vous avez une simulation. Ça peut être amusant de voir comment on a travaillé un peu cette disposition. Vous voyez qu'il y a 8 projections qui sont synchronisées et mêlées ensemble. Et après, il va nous rester à dessiner les contours du bateau, à s'arranger pour que les contours de la projection ne soient pas aussi sombres, mais épousent cette plage de sable en moquette. Voilà. Voilà, donc ça c'était un peu ma première proposition, de parler un petit peu de la scénographie et de cette idée donc de transcription du mythe ou transcription du dispositif de l'Iliade dans la scénographie. Maintenant quelques mots rapides, parce qu'il faut qu'on ait un temps d'échange, pour recentrer l'intervention sur la création, sur l'imaginaire et sur deux aspects peut-être les plus importants pour nous, qui ont été donc le texte, la question de l'oralité et de l'écrit, et puis l'iconographie, bien sûr, les images. Donc là, je vais aller très vite. L'imaginaire d'Achille au fondement des imaginaires en Europe, eh bien, on l'a déjà évoqué. Et puis, je ne suis pas non plus un grand chercheur qui ait travaillé pendant des années sur la question, donc c'est plutôt quelque chose, moi, qui m'inspire et qui me motive. J'ai quand même remarqué un petit truc, et ça, il vaut mieux que ça reste entre nous, il ne faut pas trop le répéter, mais j'ai quand même constaté que ce n'était pas vraiment la raison ni la science qui guidait, disons, les actions des hommes. Moi, il me semble que c'est plutôt l'imaginaire, pour le meilleur et pour le pire. Donc pour moi, l'imaginaire, ce n'est pas du tout une catégorie annexe, c'est une catégorie absolument essentielle, et ça fait peut-être partie d'un des objets sur lesquels les artistes peuvent travailler et proposer des choses. Donc je me suis interrogé, donc c'est quoi Achille dans notre imaginaire, et plus précisément, plus modestement, c'est quoi Achille dans mon imaginaire, parce que je n'ai pas la prétention de faire une étude sur l'imaginaire d'Achille dans le monde. Déjà faire une étude sur l'imaginaire d'Achille chez Dominique Barbier, c'est déjà assez compliqué. Voilà, donc pour moi Achille, c'est un héros, mais c'est pas n'importe quel héros, c'est le héros, c'est le dernier héros, c'est le plus grand des héros à mon avis, mais c'est pas un super héros comme Héraclès, qui est certainement encore beaucoup plus fort, etc., ou d'autres héros de sa génération. Héraclès et les héros de ce type-là, eux, ils ont pour mission de tuer les monstres, pour résumer, et de participer à la construction de la civilisation contre le chaos. Achille, pas du tout. Achille ne se bat pas contre des monstres, ni contre un peuple inférieur ou malfaisant qui menacerait la civilisation. Ses ennemis sont ses égaux.
du point de vue moral, les ennemis d'Achille sont ses égaux et pourraient très bien devenir ses amis. Ou, bon, Achille, comme beaucoup de héros grecs, il se bat contre les Troyens, puis quand il voit une princesse troyenne, bon, il pourrait envisager très sereinement de se battre pour les Troyens. Hein, si c'est ça, s'il n'y a que ça pour pouvoir épouser cette princesse, ça ne lui poserait pas un grand problème. On a aussi Ajax qui tout d'un coup se retourne contre les Grecs. Enfin, on n'a pas de sens patriotique très très aigu chez nos amis achéens. Et les Grecs et les Troyens sont tout à fait à égalité. Et dans l'Iliade, on en parle de la même façon. Donc voilà, moi je pense que dans cette Iliade, dans ce texte, il y a bien sûr, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de cruauté, mais il y a une égalité des personnes et il y a une dignité des personnes qui est permanente. Alors ça, je ne sais pas si ça existait avant l'Iliade, certainement, mais j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que malheureusement, c'est resté relativement inédit dans l'histoire, et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui risque de me faire changer d'avis. Alors c'est quoi Achille? Je continue. Alors là, j'ai une théorie tout à fait... Là, on rentre un peu dans des... J'ai une théorie personnelle, donc je sais très bien qu'elle est personnelle, qu'elle est anachronique et qu'elle vaut peut-être pas grand-chose, mais un artiste peut aussi fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'on se laisse guider par des feelings, des impressions, des idées, et je ne cherche pas à les imposer dans le résultat, dans le spectacle. Mais moi, ça m'a un peu aidé à travailler, disons, à nourrir mon propre imaginaire, qui est, je me suis dit, Achille, pour moi, finalement, ça, il représente l'idéal de la jeunesse, un idéal de la jeunesse, c'est-à-dire un sens inconditionnel de la liberté, un idéalisme pur de tout compromis, une passion sans limite. Alors évidemment, ça va commencer par l'amener plutôt à l'égocentrisme forcené et aux excès les plus ravageurs. Mais cette liberté, cette indifférence totale aux lois et aux convenances, et bien finalement, ça va amener Achille à un geste extraordinaire, hors norme, que les autres Grecs auraient sans doute pas du tout apprécié, puisque Achille va en quelque sorte ouvrir les bras, enfin pas en quelque sorte, Achille va ouvrir les bras à Priam, son plus puissant ennemi, et lui rendre le corps de son fils Hector. Et pour moi, dans mon imaginaire à moi d'Achille, eh bien, c'est l'apothéose d'Achille, c'est le moment où il passe de la jeunesse à un autre état, qui n'est pas du tout l'état adulte, parce que dans l'idée d'adulte, il y a une forme de renoncement, il y a une forme d'acceptation d'un pacte social, disons. Là, c'est pas ça. C'est, pour moi, Achille, eh bien, il est passé de la jeunesse à l'état d'homme, tout simplement. Et je crois que c'est le moment où Achille devient un homme, et c'est en ça qu'il est le plus grand des héros, et le dernier des héros, puisque à partir de là, on n'a plus besoin de héros. Et dans l'Iliade, il y a un indice très très fort qui est que c'est le seul moment du récit où il n'y a pas de Dieu. Dans l'Iliade, sans arrêt, ça devient presque insupportable, il y a toujours des dieux qui sont en train de manipuler les gens, en train de les manigancer, les inspirer, les aider, les freiner, leur lancer des flèches dans le talon, etc. Là, c'est un épisode où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus aucun Dieu. Et donc pour moi, toujours dans mon imaginaire, ça vaut ce que ça vaut, eh ben, il se joue quelque chose dans la tente d'Achille, entre Priam et Achille, qui pour la première fois n'a plus rien à voir avec les dieux. Et là, on a quand même une sorte de proposition d'une humanité sans Dieu, que moi j'aime à imaginer comme étant peut-être eh bien, le départ de toute une culture, tout un imaginaire, qui s'est traduit au temps moderne par une sorte, ce qu'on appelle la pensée humaniste. C'est un peu schématique, c'est un peu rapide, je sais bien. On parle d'un imaginaire d'artiste qui motive une création, disons, et il y a certainement des erreurs, des approximations, mais il y a aussi des intuitions ou des pistes qui peuvent parfois être intéressantes. Voilà. Une deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que Achille est un héros qui a eu un privilège unique chez les héros. C'est que c'est un héros de littérature. Aucun héros avant lui, avait été au centre d'une œuvre littéraire. En plus, quelle œuvre littéraire. Donc, Achille, il faut dire, là, il a eu quand même un privilège. Il est tout simplement le héros du premier écrit, la première fiction, le premier poème. Pour certains encore, un des plus beaux poèmes jamais écrits. Il y a cette théorie, moi, que j'aime beaucoup. Je sais bien que c'est qu'une légende, c'est un rêve, que l'alphabet grec a été inventé pour que Homère puisse écrire l'Iliade. Avant lui, il n'y avait pas d'écriture et les Grecs ont inventé les voyelles pour qu'on puisse transcrire la parole. Ils ont ajouté les voyelles à l'alphabet phénicien, disons. Et l'écriture, c'est la transposition de la voix sur le parchemin ou sur la pierre. Voilà. Donc, dans ma réécriture personnelle, j'ai quand même
vrai qu'on voit pas grand-chose. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur ce texte d'une façon très intuitive, très artistique, mais sur l'idée de l'écriture, sur l'idée du texte, sur l'idée... Là, on a un peu l'idée d'un coup des lettres qui vont se rassembler, qui ont une espèce de dimension cosmique, et puis tout d'un coup, quelque chose va s'écrire, qui est la poésie. Et puis on a ce motif permanent dans l'Iliade et dans l'Aède, le poète grec, il est inspiré par la muse. En fait, il ne fait que transcrire ce que lui inspire une déesse. Et donc, moi, je ne me compare pas à Homère, et mon inspiration ne vient pas d'une muse, mais quelque part, il y a une espèce d'idée un petit peu comme ça qu'on a essayé de transposer à notre façon. Donc, on a beaucoup travaillé, disons, sur le texte, et on a travaillé aussi un petit peu sur... On s'est bien sûr posé la question, mais l'Iliade, c'est une tradition orale. Et nous, on fait un projet dans lequel il n'y a aucune voix. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, pour moi, cette façon d'écrire, cette façon de mettre le texte à l'image, eh bien, paradoxalement, très certainement, c'est presque une façon d'écrire la voix sur un écran. Enfin, je ne sais pas trop ce que je dis là, mais c'est une tentative de cet ordre-là. Moi, je suis assez persuadé que, même si je me trompe, même s'il y a des failles dans mon raisonnement, c'est pas très grave. Il y a une proposition artistique qui peut toucher beaucoup de gens, et chacun peut après réinterpréter, bien sûr, apporter sa pierre, le voir d'une certaine façon, et que l'artiste qui a eu cette idée soit pas tout à fait complètement éclairé sur tous les aspects de la question, et pas forcément très important. Voilà, donc il y a beaucoup de textes, vous l'avez vu dans le spectacle, dans le film. Il y a une sorte de tentative de... Certainement pas d'épuiser le sujet, ça ce serait pas une bonne façon de parler. Une tentative de travailler l'oralité dans le texte à l'image sans qu'on entende la moindre voix. Enfin bon, quelque chose de ça, avec des outils d'aujourd'hui, des outils contemporains. Il y a aussi une chose, bien sûr, qui me fascine dans cette Iliade. Enfin, je ne suis pas du tout le seul à être fasciné par ça, qui est la dimension funéraire. On peut voir l'Iliade comme une sorte de chant funéraire infini. Et dans toutes ces violences et ces combats incessants, il ne faut pas oublier que toujours, les victimes, les agresseurs aussi, sont nommés. On passe son temps à lire que tel héros, tel guerrier qui s'appelait comme ça, qui était le fils d'un tel, qui était le fils de sa mère, dont il y a une fiancée qui l'attend, il avait tel talent et tel autre talent, et tout ça disparaît d'un coup de lance qui lui perce le cou, etc. À chaque fois, on a une myriade de micro-histoires et on a une façon de personnaliser, d'humaniser toutes les victimes qui est fascinante. Je parlais tout à l'heure de l'imaginaire qui serait remonté jusqu'à nous. Eh bien, il me semble que là, on a un exemple. On sait bien que nous, aujourd'hui, chez nous, quand on fait souvent dans des cérémonies funéraires ou quand on célèbre des victimes d'une tragédie, et bien très souvent, le moment le plus puissant, le plus fort, le plus émouvant, c'est le moment où on énumère les noms des victimes. Et ça vient directement de l'Antiquité, et même très précisément, ça vient directement de l'Iliade. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue là, et Nicolas l'a cité tout à l'heure, on avait fait un travail il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, au Mémorial des déportations de Marseille, et j'avais mis en place un dispositif un peu comme ça, qui était un mur des noms, qu'on a appelé, nous, le mur des âmes. Il n'y avait pas de récit, c'était bien sûr que des noms, mais il y avait un dispositif technique un peu de cet ordre-là, avec une espèce de cycle infini de réécriture des noms. Bien sûr, alors là, on était pétrifiés, parce que c'était encore plus tendu, disons, qu'une exposition sur Achille au musée de la Romanité, c'est qu'il s'agissait d'un lieu de recueillement et d'hommage. Et donc, on ne savait pas comment les familles allaient réagir, et ça s'est très très bien passé. Donc finalement, donc je pense qu'il y a quelque chose de juste qui peut fonctionner dans cette idée. Et quelque part, on l'a réadapté d'une façon très différente, mais j'ai repris un peu cette idée. Et finalement, ça a été ma façon à moi de mettre dans le spectacle cette espèce de permanence du combat, du massacre, de la violence, en ne mettant pas justement des images de massacre et de violence à longueur de temps. Et en parlant d'autre chose, en parlant de la dimension funéraire, en parlant de l'oralité, en parlant du texte, en parlant de tout ça.
voilà, il y a aussi dans cette évocation, eh bien, là on est un peu plus dans la poésie, il y a la présence de la mer, hein, qui est plus que visible dans l'exposition, et qui me semble, moi, un thème permanent dans l'Iliade. Hein. Les Grecs sont le dos à la mer, et sans arrêt on entend, c'est dit plusieurs fois dans l'Iliade, on entend le ressac, on entend la mer bruyante. Et donc ça, on l'a aussi bien dans le traitement du texte que dans des images du film. Alors il y a 2 ou 3 images sans doute qui sont passées, qui ne sont pas dans l'exposition, puisque finalement, emportés par le sujet, en fait, on a réalisé 1 heure de film pour en exploiter 30 minutes. Donc il y a des séquences qu'on va présenter 2 ou 3 fois en juillet et en août dans cet auditorium, où ceux qui sont intéressés pourront voir des séquences supplémentaires, qui ont été fabriquées dans le même esprit, disons, qui appartiennent au même cycle, mais qui ne sont pas dans l'exposition pour des raisons évidentes de fonctionnement, de durée, de possibilités. Voilà. Alors là, je voulais parler des recherches qu'on a faites, mais je crois que ce n'est pas le plus passionnant. La richesse de l'iconographie, je vais juste dire un mot rapide, parce que sinon on va arriver à la fin. Juste un petit détail, il me semble, d'après nos recherches qui ne sont pas exhaustives, mais d'après ce qu'on a pu chercher nous, eh bien, il nous semble que c'est la première création audiovisuelle, en tout cas dans un musée c'est sûr, mais non documentaire, disons, où il y a autant d'iconographie qui a été cherchée, trouvée, exploitée. Et j'étais moi-même très surpris de trouver, finalement, d'arriver à trouver. Je n'avais pas mesuré à quel point c'était infiniment riche, cette iconographie, en particulier grecque. Et j'étais très surpris, finalement, d'arriver à trouver, sur tous les sujets et tous les récits qu'on voulait aborder de l'Iliade, on a toujours trouvé des images, alors quelquefois directement liées, quelquefois qu'on a recomposé nous-mêmes, comme dans cet exemple, où à partir d'un vase, vous voyez un peu le travail. Je vais vraiment très très vite. Ça, c'est le travail surtout de Anne, dans notre scène. Donc à partir d'un vase, l'image est complètement déformée. Hein. C'est très difficile de photographier un vase. On a sans arrêt des déformations. Donc pour nous, un des enjeux techniques, c'était d'arriver à aplatir l'image. Enfin, j'aime pas beaucoup le mot, il n'est pas très joli, mais à la lisser, à la planéifier. Et puis dans ce cas-là, qui est un cortège de dieux qui vont au mariage de Pélée et Thétis, eh bien, pour une séquence, finalement, on a fini par isoler un personnage, et puis on a fini par en faire le roi Priam, qui amène des trésors à Achille. Ça, c'est un petit exemple rapide de comment, finalement, ces images, elles nous inspirent, et comment on peut les transformer, les retravailler. Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé, mais j'ai peut-être pas fait le tour de la question, hein, une image sur un vase grec de Priam allant vers Achille en chariot. Mais on a trouvé tous les éléments qu'il fallait pour reconstituer cette histoire. Voilà. Et pour finir, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, voilà, juste citer aussi, donc on a le travail iconographique, c'est essentiellement des vases grecs et un peu de peinture pompéienne, donc 2 époques qui se rencontrent. Et puis, un peu à la suggestion de Nicolas et du musée, enfin, c'est une chose qu'on fait d'habitude, mais que justement, on s'était fait le pari de ne pas forcément faire cette fois. Mais je pense que c'était quand même une bonne idée de mettre aussi quelques images plus modernes, plus récentes, pour bien qu'on n'oublie pas que cette iconographie, ce mythe et tout cet imaginaire, bien sûr, il a traversé tous les siècles. Et ce n'est pas les images du mythe d'Achille qui manquent aussi dans la peinture moderne ou contemporaine, ou du Moyen-Âge, ou de la Renaissance, donc à travers les siècles. Et enfin, dernier petit clin d'œil, je ne trouvais pas non plus d'image de tente. Et dans l'Iliade, il y a beaucoup de tentes, il y a beaucoup de scènes qui se passent autour, ou devant, ou dans des tentes. Et donc je cherchais une scène pour illustrer une séquence qui n'est pas finalement dans l'exposition, qui est le songe d'Agamemnon. C'est le moment où Zeus envoie un songe à Agamemnon et lui dit « Vas-y, pars au combat, emmène tes troupes, tu vas emporter Troie, peut-être même dès ce soir. » Et c'est un leurre, c'est une ruse de Zeus pour emmener les Grecs au désastre. Et Agamemnon, qui n'est pas exactement, apparemment, une lumière, c'est pas comme ça qu'il est décrit dans l'Iliade, eh bien lui déjà, il se voit déjà en train de prendre Troie, etc. Il est dans ses rêves. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est un clin d'œil, mais ce qui me fait beaucoup sourire, disons, c'est que c'est moi aussi en rêvant que tout d'un coup je me suis réveillé et je me suis dit, mais oui, le songe d'Agamemnon, on pourrait utiliser le songe de Constantin.
Et donc on est parti de cette image très très belle de Piero della Francesca, qui représente en fait le songe de Constantin. Anne, on l'a retravaillé, on l'a transformé. Alors nous, on fait beaucoup ça, on transforme des images, des iconographies, mais on essaye, on prétend, on se dit qu'on essaie de les respecter, ces images. On n'essaie surtout pas d'en faire n'importe quoi et de se permettre d'utiliser des œuvres, des chefs-d'œuvre absolument magnifiques pour faire tout ce qui nous passe par la tête. Alors, ce que j'ai dit là, oui, je peux toujours le dire, j'en ai pas des preuves à apporter, mais c'est difficile. Mais pour nous, transformer une peinture, transformer un vase, transformer une peinture de Piero della Francesca, tout est possible. Toutes les audaces sont possibles, dès lors qu'il y a quelque chose de juste ou quelque chose qui nous paraît juste, qui ne nous paraît pas une trahison. Et donc le songe de Constantin par Piero della Francesca au XVe siècle est devenu le songe d'Agamemnon dans l'Iliade, c'est devenu aussi la tente d'Achille qu'on voit dans le spectacle, dans laquelle se dirige Priam, c'est devenu toutes les tentes du campement grec, c'est devenu toutes sortes de choses. Et donc je finirai sur cette image de rêve et de création. Voilà, pour cette évocation excessivement brève, disons, de la façon dont on travaille, ou plutôt de quelques aspects de la façon dont on rêve avant de se mettre au travail. En fait, plus exactement, c'est plutôt ça que j'ai essayé de vous transmettre. Et voilà.